Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud qui sera tourné cette semaine vers l'Antiquité, notamment vers l'Empire romain dans un premier temps, puis vers l'Égypte des pharaons. Tout d'abord, Jean-Christian Petit-Fils nous éclairera sur l'énigme du Saint-Suaire de Turin auquel il vient de consacrer une impressionnante enquête, à la fois historique et scientifique, aux éditions Talendier. Claudine Le Tourneur d'Ison nous conduira ensuite sur les rives du Nil pour nous faire revivre l'expédition de l'égyptologue Jean-François Champollion. Quelques mois avant sa mort en 1832, c'est le sujet de son superbe récit paru aux éditions du Cerf, Champollion, le dernier, aux éditions Talendier. Claudine Le Tourneur d'Ison, vous êtes une de nos plus grandes spécialistes de l'égyptologie à laquelle vous avez consacré de nombreux ouvrages, dont récemment cette biographie de Christiane Desroches-Noblecourt, la reine de l'égyptologie, également aux éditions Talendier. Et cet automne, à l'instar de Jean-Christian Petit-Fils, qui est parti d'un événement du XIXe siècle, cette fameuse photo de Secondopia, pour évoquer l'Antiquité, vous vous appuyez sur un événement du XIXe siècle, qui est le voyage de Champollion en Égypte en 1828, pour évoquer cette civilisation qui vous fascine. Champollion, le dernier voyage aux éditions du Cerf, c'est le titre de votre livre. Avant de parler de Champollion, un petit mot sur vous. On sait que Champollion est tombé dans la marmite de l'égyptologie assez jeune, grâce à, je crois, un préfet et puis un moine copte. Est-ce que vous avez rencontré vous-même un moine copte pour devenir aussi passionné Non, c'était juste un instituteur ou un professeur, je ne me souviens plus, qui nous avait enseigné les trois grandes civilisations anciennes, la grecque, romaine. Et je n'ai retenu à l'époque que l'Égypte et que la civilisation égyptienne. Et c'était une idée fixe d'étudier l'Égypte ancienne et cette civilisation qui véritablement m'a fascinée quand j'étais gamine, quoi. Et j'ai tenu bon face à mes parents qui ne voyaient pas très bien où ça allait me mener, tout ça. Et puis voilà, puis je suis venue à Paris, j'ai fait mes études à l'école du Louvre et j'ai eu comme professeur les dernières années de Christiane Desroches-Noblecourt. J'ai eu cette chance de l'avoir comme professeur. Et c'est pour ça que j'ai fait sa biographie cette année, parce qu'elle est morte il y a 11 ans. Je me suis rendu compte que personne ne parlait plus d'elle, qu'elle était un peu tombée dans l'oubli déjà, très vite. Et j'ai voulu la ressusciter parce que c'est une femme qui a fait tant pour l'Égypte, tant pour l'égyptologie. Et surtout, sa grande œuvre, c'est d'avoir sauvé les temples de Nubie. Elle a donné 20 ans de sa vie de combat pour sauver Abou Simbel, 24 temples, les temples de l'île de Philæ. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Alors là, en ce mois de septembre, on célèbre les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes par Champollion. Mais vous êtes intéressé à son dernier voyage en Égypte, qui a ceci d'extraordinaire qu'il est aussi son premier voyage en Égypte. Oui, c'est le premier et le dernier, l'unique voyage en Égypte. Donc après avoir découvert les hiéroglyphes, il n'a découvert l'Égypte qu'après avoir découvert les hiéroglyphes. Et effectivement, comme vous disiez, c'était son rêve d'enfant. Et donc il a bataillé déjà pour trouver la clé du système, parce que enfant, il l'a écrit, il pressentait, il disait qu'il serait le déchiffreur. Et c'est vrai qu'il avait une capacité intellectuelle hors norme. Et il a eu la chance d'avoir un frère aîné qui avait 12 ans de plus que lui et qui s'est rendu compte que ce petit garçon avait des capacités intellectuelles très développées déjà. Il s'est passionné pour les langues. Et c'est grâce à toutes les langues qu'il a acquises, qu'il a étudiées, et en particulier le copte, qu'il a réussi à percer la clé de cette grande énigme. Mais ce voyage, je me suis concentrée sur le voyage, parce que d'abord, il y a 3 biographies extraordinaires qui font date et qui, pour moi, sont difficilement surpassables. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là, l'année dernière, que sur le voyage lui-même, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui s'y était penché. Et j'ai vite découvert que, bon, évidemment, il y a le récit de voyage de Champollion, avec toutes les lettres qu'il écrivait à son frère. Mais c'était une expédition franco-toscane, donc il y avait 7 Français et 7 Toscans dans cette expédition. Dont l'objectif était de documenter... Voilà, alors si vous voulez, j'ai trouvé, donc, il y avait le récit de voyage de Champollion, il y avait Nestor Laude, qui était un dessinateur, qui a écrit tout le récit du voyage, c'est-à-dire un an et demi quasiment, mais à sa manière à lui, en donnant beaucoup plus de détails de la vie quotidienne, des disputes, des incidents, des accidents, enfin des choses comme ça. Et puis, il y avait aussi un journaliste qui s'appelait Charles Lenormand. Alors lui, c'est vraiment... il écrivait énormément à sa femme, et donc il lui faisait aussi tout le récit, mais encore avec une vision différente.
Et le récit le plus complet et le plus détaillé est celui du disciple de Champollion, qui était Ippolito Rossellini, qui était donc un jeune Toscan qui avait 25 ans à l'époque, qui était venu en France, qui avait suivi les cours de Champollion, les cours d'épigraphie égyptienne. Et donc, lui, il a écrit un bouquin énorme, mais au jour le jour, vraiment, avec tous les détails, toutes les descriptions, et aussi les détails de la vie quotidienne. Mais en fait, c'est 4 approches différentes. Ouais. Mais vous en faites la synthèse d'ailleurs, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'il est quand même à part lui-même dans cette expédition. Là où les gens vont à tel endroit, et quand les gens s'extasient sur tel endroit, lui pas du tout, ou le contraire, il a aussi beaucoup de réflexions sur ce qu'est l'Égypte, qu'il voit, l'Égypte moderne, et qu'il voit très pauvre, et puis en train de gâcher tous ses trésors. C'est ça que vous avez essayé de faire, c'est de synthétiser un petit peu tout ça. Oui, de montrer les 2 aspects. C'est-à-dire que lui, quand le 18 août 1828, il pose le pied en Égypte, il pose le pied sur sa terre promise. Enfin, c'est comme Moïse. Voilà. Sûr. Et donc, il est chez lui quand il arrive en Égypte, en fait, parce que il habite ce pays, où ce pays l'habite, cette civilisation l'habite depuis qu'il est né quasiment. Et donc, il est dans l'expectative de découvrir les temples et de découvrir la véritable Égypte, qui est pour lui la véritable Égypte pharaonique, c'est l'Égypte de la 18e dynastie, c'est-à-dire Thèbes. Mais parallèlement à ça, donc, ils partent en bateau, ils remontent le Nil jusqu'à la 2e cataracte. C'est un très très long voyage, très pénible. Et encore, lui, il voulait aller jusqu'à Méroé. Voilà, il aurait bien voulu aller au-delà pour comprendre l'origine du peuple égyptien, mais il s'est dit, je ne peux pas emmener mes compagnons. Ils en avaient un peu assez. Voilà, donc il s'arrête à la 2e cataracte, mais déjà, il est quand même très frustré. Mais en même temps, il est très, très, très pressé de remonter ou de descendre à ce moment-là le Nil, parce qu'à Thèbes, il a fait juste un petit arrêt de 4 jours pour faire des repérages, je dirais. Et puis il se réserve Thèbes, Luxor, tout ce périmètre gigantesque pour la fin du voyage. C'est-à-dire, il y passe quand même 6 mois. Et c'est vrai, comme vous disiez, par exemple, l'île de Philæ. Et, par exemple, Auguste Mariette, dont j'avais écrit la biographie il y a quelques années, quand il arrive à Philæ, pour lui, c'est le plus bel endroit. C'est un éblouissement total. Alors que ses compagnons, pas du tout. Et pour Champollion, il est tellement... Enfin, il arrive à une espèce de dégoût de toute l'architecture tardive, qui est l'architecture des Grecs, qui ont bâti des temples, mais qui n'ont fait que des copies de l'époque pharaonique. Et pour lui, tout ce qu'il voit, tous les textes qu'il voit sur ces temples-là, Dendera, Eshna et tout ça, c'est vraiment le résidu de la civilisation égyptienne. Et lui, ce qu'il attend vraiment maintenant, c'est la vraie, c'est-à-dire à la 18e dynastie, tous ces grands pharaons, et Ramsès et Abou Simbel, évidemment, et Abou Simbel, où il passe des jours et des jours dans des conditions extrêmement difficiles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est déjà très malade quand il arrive en Égypte, et il travaille dans des conditions extrêmement dures. Et ses compagnons, quand il est à Luxor, par exemple dans la vallée des rois, le ramassent plus d'une fois dans les tombes. Il est allongé. Il est quasiment agonisant. Il est malade des poumons. Il a la goutte. Enfin, il est vraiment. Mais malgré les souffrances, il veut aller jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps et il devine qu'il ne reviendra jamais en Égypte. Et il a raison puisqu'il revient. Il meurt quelques années plus tard à 41 ans, je crois. 41 ans. Il meurt de maladie, d'épuisement. Avec un héritage. Il a donné toute sa vie à l'Égypte et aux hiéroglyphes. Formidable récit, vraiment, Claudine Le Tourneur-Dizon. Champollion, le dernier voyage aux éditions du Cerf, que je vous recommande chaudement. Il y a beaucoup d'expositions en ce moment au Louvre-Lens, à Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, je crois, au Collège de France. À Figeac aussi, dans la ville natale de Champollion. Et partout, vous trouverez ce livre qui est vraiment remarquable. Nicolas Chaudin, on est très heureux de vous retrouver.